entretien. Mon invité ce soir est un général de division de l'armée de terre. Il a dirigé l'école de guerre. Il a été attaché militaire à l'ambassade de France aux États-Unis. Nous évoquerons avec lui l'après-frappe en Syrie, le rôle également de la France par rapport aux États-Unis. Général Vincent Desportes, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Quelques jours justement après les frappes en Syrie, de nombreuses questions se posent encore. Et il y en a une, général, qui ne varie pas. C'est celle des preuves qui ont poussé à ces frappes. Ça vous paraît normal que l'opposition en France exige ces preuves et que l'opinion publique, les Français, aient accès ou connaissent ces preuves? D'abord, je crois qu'il ne faut pas mettre en doute les preuves. Le ministère des Affaires étrangères a mis en ligne un certain nombre de documents montrant bien les différents indices parfaitement probants sur ces frappes. On sait aussi que non seulement il y a eu frappe il y a maintenant 8 jours, mais que depuis 2017, il y a eu 11 emplois d'armes chimiques en Syrie. Emplois d'armes chimiques en Syrie. On sait que depuis 2013, il y a eu 80 cas d'utilisation d'armes chimiques. Donc l'affaire est tout à fait sûre. Alors on peut discuter, mais ceux qui réfutent ces preuves font de la politique politicienne. Personne ne remet en cause l'horreur des images qu'on a vues avec ces femmes, ces enfants, ces hommes. Mais il est vrai qu'il y a le précédent irakien avec cette fiole qui avait été brandie par Colin Powell sur ces armes chimiques en Irak, et on connaît la suite, tout ce qui s'est passé. Oui, alors je vais vous dire, ma plus grande certitude, parce que je n'ai pas plus que vous, moi je n'ai vu les preuves, mais ma plus grande certitude, c'est la crédibilité que la France a acquise en 2003, quand le président Chirac a refusé de suivre les Américains en Irak. Vous vous souvenez probablement que la France avait compris, lors de la première guerre du Golfe en 1990, qu'elle avait été soumise aux preuves qui lui étaient données par les Américains et qu'elle avait été conduite en bateau quelque part. Et donc, à partir de 1990, le système de renseignement français s'est vraiment bâti avec une direction du renseignement militaire, une direction autonome. Et donc, quand la France dit aujourd'hui « j'ai les preuves », c'est la France qui a les preuves et ça ne sont pas les preuves américaines que nous reprenons. Donc je pense que la position très ferme du président Chirac en 2003 crédibilise totalement aujourd'hui la position du président Macron. Vous parlez justement d'autonomie, général Vincent Desportes. Au centre des débats, il y a aussi la question du rôle de la France. La France a-t-elle été vraiment pionnière pour ces frappes? C'est aussi une vraie question politique et diplomatique. Y a-t-il un suivisme par rapport aux Américains? C'est important de savoir, parce que vous avez rappelé Jacques Chirac, on peut aller évidemment et penser au général de Gaulle. Il y a toujours eu une autonomie, en tout cas pas un suivisme par rapport à une politique atlantiste. Qu'en est-il aujourd'hui? Je crois que justement la force de la France est de revendiquer son autonomie stratégique et d'avoir cette position d'autonomie stratégique. Alors on peut dire que la France a suivi, les gens le disent avec quelle preuve? Aucune preuve. Il est clair que les États-Unis ont été majoritaires dans cette frappe parce que les armées américaines sont infiniment plus puissantes que les armées françaises. Mais la France a agi, a choisi ses cibles, a rejeté les cibles qui devaient lui être fournies par les Américains. Donc elle a fait un choix précis, elle n'a pas suivi, elle a participé et elle a peut-être mené. Ce qui se passe entre trois chefs d'exécutif, nul ne le sait exactement, mais il n'y a aucune raison de penser que la France a suivi. D'ailleurs, on se rappelle très bien que le président Macron avait indiqué dès le début de son mandat qu'il agirait ainsi et qu'il l'a dit à M. Poutine à Versailles au mois de juin 2017. Personne ne peut prétendre avoir été pris en traître. Le président Macron, comme il le fait ailleurs, d'ailleurs, dit les choses et fait les choses. On va justement l'écouter à ce propos. Emmanuel Macron, il était à Strasbourg devant les députés européens. Il a haussé le ton par rapport à ceux qui s'indignent, mais ne bouge pas. On l'écoute. Alors je vous le demande, les mêmes qui à chaque fois s'indignent devant les images que nous avons vues d'enfants, de femmes morts d'attaques de chlore, les mêmes, restons-nous assis. Défendons-nous des droits en disant les droits c'est pour nous, les principes c'est pour nous, mais la réalité, elle est pour les autres. Non, non. Et donc, dans un cadre qui est bien précis, et je le rappelle, où nous faisons la guerre aux terroristes, où Bachar el-Assad fait la guerre à son peuple, 3 pays sont intervenus, et je vous le dis avec beaucoup de franchise, pour l'honneur de la communauté internationale, pour justement, dans un cadre légitime, multilatéral, de manière ciblée, sans aucune victime humaine, détruire 3 sites de production et de transformation d'armes chimiques.
Le président a haussé le ton, a rappelé selon lui la légitimité et puis les cibles frappées. Et Général Vincent Desportes, on a envie de demander, et après, quelle réalité sur le terrain? Ça n'a pas changé, ça ne changera pas. Ce n'était pas fait pour ça, pour changer le rapport de force qui est acquis au régime syrien avec l'appui russe et iranien. Alors, d'une part, effectivement, ça n'était pas prévu pour changer. On est dans une frappe de punition, punitive, même si M. Assad ne reconnaît pas avoir été puni. Lui, il reconnaît avoir été frappé, pas puni. Mais le but n'est pas de changer. Nous ne sommes pas du tout dans le cas de figure de 2013, où là, il s'agissait, les Russes n'étaient pas encore sur le territoire syrien, on s'en rappelle, en 2013, il s'agissait effectivement de modifier les rapports de force pour que quelque chose se passe. Et je vous rappelle que l'inaction que condamne le président Macron, là, l'inaction forcé un peu par le recul au dernier moment du président Obama, a sûrement majoré le nombre de morts de peut-être de quelques centaines de milliers. Et donc l'inaction est un choix moral. Nous aurions dû agir, là nous agissons pour ou contre quelque chose. Maintenant je crois qu'il y a à en attendre du bien. Pourquoi ? Parce qu'il faut changer les choses. Et il faut que dans ce qui se passe là-bas, les puissances occidentales aient à nouveau leur mot à dire. Mais elles ne l'ont plus. C'est toute la question que je vous pose. Les Russes et les Iraniens ont une influence. Et vous le savez mieux que personne, général. Tous les militaires disent qu'une guerre se gagne sur le terrain. Ils sont encore sur le terrain. Nous n'y sommes pas. Nous n'avons donc plus d'influence. Mais vous avez raison, évidemment. On compte à hauteur de son poids militaire. C'est toujours comme ça, on peut le regretter, mais les valeurs ne valent que par la force armée. C'est comme ça. Et c'est vrai, mais je crois qu'il est légitime pour les puissances occidentales, qui sont quand même, alors c'est pas grandiloquent, ce que je dis, quand même un peu des puissances pour le bien, même si nous ne le faisons pas toujours. Je crois qu'il y a une valeur modératrice de l'Europe, et je pense en particulier à la Grande-Bretagne et à la France. Il y a des choses qui sont apportées par la voie de l'Europe, de la France, de la Grande-Bretagne, des États-Unis, doit porter. Ce qui est sûr, c'est que nous n'étions pas dans le jeu par cette affaire. On ne sait pas ce qu'il adviendra, mais en tout cas, je pense qu'il aurait été mauvais de ne pas chercher à rentrer. Donc, non seulement nous agissons en vertu du droit international et du droit international humanitaire en particulier, mais en plus, cette action va probablement conduire à modifier le jeu. Et je pense, personnellement, que M. Poutine, dont on sait bien qu'il ne s'est pas véritablement opposé, qu'il a laissé faire, qu'il aurait pu arrêter, il a laissé faire, M. Poutine. S'il a laissé faire, c'est que quelque part, probablement, ces frappes ne le dérangent pas. Parce que lui aussi, il est embourbé dans cette affaire. Parce que lui aussi... Embourbé ? Mais bien sûr. On nous dit que le terrain syrien, en tout cas la plus grande partie des territoires ont été récupérés, que Daesh est en recul. Ça, même les Français et les Américains le disent. En quoi Vladimir Poutine serait-il embourbé ? Mais c'est parfaitement vrai. C'est parfaitement vrai que le régime de M. Assad est en train de reprendre le terrain. Maintenant, s'il y a quelque chose, c'est pas que fait M. Poutine dans cette galère ? Il est d'abord venu retrouver une partie de sa puissance méditerranéenne. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas la Syrie, ne nous trompons pas. C'est sa base navale de Tartous et sa base aérienne de Latakia. Donc encore moins Bachar al-Assad. En fait, ce que vous êtes en train de nous dire, général, c'est qu'il ne tient pas finalement coûte que coûte à la personne de Bachar al-Assad. Il tient à son influence et à son influence dans les bases sur place. Moi, je pense qu'il y a des amis qu'on préférait ne pas avoir. Et je ne suis pas sûr que M. Poutine tienne particulièrement à la personne d'Assad. D'ailleurs, peu de personnes tiennent à la personne d'Assad. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, pendant un moment encore, et pas pendant très longtemps, M. Assad est utile à M. Poutine. Et bientôt, il ne le sera plus. Alors, qu'est-ce qui se passera ? Personne n'en sait rien. Mais justement, maintenant, M. Poutine peut arguer de l'action occidentale pour faire pression de manière accrue sur M. Assad. C'est important ce que vous dites. Donc voilà pourquoi la Russie n'a pas fait de représailles, a grondé sans réagir. Je pense qu'elle a fait le minimum syndical. Une petite résolution rejetée au Conseil de sécurité des Nations Unies, elle ne pouvait pas faire moins. Aucune opposition. Elle a fait attention à n'avoir aucune victime, parce qu'on connaît, on connaît la façon dont on peut faire les choses. Elle aurait pu faire attention à laisser quelques-uns de ses ressortissants pour pouvoir accuser. Non, elle a fait en sorte que ça se passe bien. Et si elle a fait en sorte que ça se passe bien, c'est que quelque part, elle y a elle-même intérêt. Vous avez dit tout à l'heure, mais avec beaucoup de prudence, général Vincent Desportes, vous avez parlé des puissances du bien incarnées donc par l'Occident, les France et les États-Unis. Cette rhétorique, elle fait un peu peur parce qu'elle nous rappelle la rhétorique un petit peu de George Bush, le bien, l'axe du mal. Et la question que je vous pose, bien sûr, c'est pas ce que vous avez dit, mais quel est notre ennemi prioritaire aujourd'hui ? Bachar al-Assad ou Daesh ? Vous vous souvenez de ce débat ? Les deux faces d'une même pièce, vraiment ?
Non, mais les choses sont claires. Notre ennemi, c'est Daesh, tout le monde dit, il n'y a aucun problème. Mais notre ennemi aussi, c'est la barbarie. Nous sommes des puissances civilisées. Qu'est-ce que c'est que la civilisation? C'est le refus de l'entrégorgement. Qu'est-ce qu'on voit en Syrie? C'est l'entrégorgement. Et je crois que la France, comme elle est, a un devoir moral, si elle veut être la France, eh bien, de faire respecter un certain nombre de ses valeurs. On sait que c'est de plus en plus difficile, mais quand elle le peut, et là elle le pouvait, eh bien, elle doit le faire. C'est pour ça que, quelque part, le président Macron a représenté la France telle qu'elle doit être, telle qu'elle doit parler au monde. C'est un risque. Rappelez-vous que la France prend des risques. Rappelez-vous que la France a été la seule nation à intervenir au Rwanda, dans les grandes difficultés dans lesquelles elle s'est trouvée. Elle se retrouve maintenant la seule au banc des accusés. Les États-Unis, en particulier, ont préféré rester en arrière. Eh bien, ça fait partie de la grandeur de la France, quand il y a un problème moral, eh bien, d'essayer d'intervenir, non pas pour dire le bien, mais pour dire les limites du mal. Et je crois que ça suffit. Mais alors, dans ce cas-là, et s'il y a ce devoir moral, et non pas ce gendarme du monde, pourquoi la France ne dit-elle pas ce qu'elle pense à l'un de ses alliés, qui est l'Arabie Saoudite, le prince héritier, qui mène aujourd'hui une guerre terrible? Parce qu'on a des images terribles en Syrie, on a des images tout aussi terribles. Il n'y a pas d'échelle de la barbarie au Yémen, avec des armes occidentales. Et là où est le camp du bien? Est-ce qu'il y a des guerres plus légitimes que d'autres? Non, il n'y a pas de guerre plus légitime que d'autres. Il n'y a pas de guerre plus légitime que d'autres. Alors, on ne peut pas agir partout, d'accord? Un pays comme la France ne peut pas agir partout. Est-ce que c'est parce qu'un pays ne peut pas agir partout qu'il ne doit pas agir là où il peut agir? Donc, c'est pas... Est-ce qu'on va refuser de tout faire? Oui, forcément, il y a 2 poids, 2 mesures, mais il ne peut pas ne pas y avoir 2 poids, 2 mesures. Et puis, ensuite, un pays agit quand, quelque part aussi, il a un intérêt à agir. Peut-être un intérêt historique. Donc, il y a la morale, il y a un intérêt. Un intérêt de valeur. Mais non, un intérêt de valeur. Parce que le Moyen-Orient, la France ne peut pas se désintéresser, compte tenu de son histoire, du Moyen-Orient. Il y a un lien entre la France et le Moyen-Orient. Si un pays n'agit que quand il a un intérêt, sinon il n'agirait pas. Et plus son intérêt est grand, et plus il agit. Le président de la République n'a pas le droit d'engager vos impôts et le sang des soldats français ou des pilotes français si la nation n'y a aucun intérêt. Donc, qu'à un moment donné, il soit obligé de faire des choix, c'est normal. Donc, il faut passer, non pas sous silence, mais les civils... au Yémen, qui sont en train d'être massacrés également. Non, ce n'est pas notre intérêt. Je ne dis pas. Alors peut-être que c'est vous, les médias, qui devez vous en occuper. Si vous amenez un peu plus de caméras là-bas, il est possible, puisqu'on sait bien maintenant, c'est CNN et CNews qui amènent finalement les réactions. On est un peu dans cette affaire-là. Enfin, les militaires et les politiques savent très bien ce qui s'y passe également. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais la décision finale, elle est bien un rapport entre le président et les citoyens, et ce rapport est créé par les médias. Il y a aussi, Général, le rôle des États-Unis. Il y a, vous avez dit, la France, elle a un intérêt dans cette région, elle a une histoire avec cette région qui est le Moyen-Orient, et les États-Unis. Donald Trump n'est-il pas d'abord obsédé par l'Iran? On en parle peu. Est-ce qu'il n'a pas agi en Syrie parce qu'il sait qu'il y a la main, qui n'est pas invisible d'ailleurs, de l'Iran sur place? Bien sûr. N'est-ce pas l'objectif d'après de Donald Trump? Bien sûr. Alors d'abord, vous me permettrez de remarquer que c'est un peu difficile de savoir quel est l'intérêt de Donald Trump parce qu'il en change assez souvent. Donc c'est un peu... Peut-être qu'il a une obsession permanente. Non, c'est ça. Plus qu'un intérêt, il a une obsession. C'est l'Iran qu'il avait affiché dès le départ. On se rappelle quand même que pendant un certain temps, son discours a complètement changé. Maintenant, il est à nouveau complètement opposé à l'accord qui avait été intelligemment trouvé. Bon, il est sûr que son obsession, c'est l'Iran. Et quand il veut faire quitter l'Irak, quand il veut que ses troupes quittent la Syrie, il a évidemment tort, parce que les affaires ne sont pas définitivement réglées en Syrie, on le sait bien. Et il y a même quelque chose de très grave qui se joue, c'est tout ce qui se passe autour du Kurdistan. On sait bien qu'aujourd'hui, on a des 2 côtés d'une frontière virtuelle. On a l'armée turque, et de l'autre côté, on a les Américains et les Français. Et donc quelque chose d'important se joue. Et je pense que la présence américaine là-bas, c'est bien, je pense, ce qu'estime M. Macron, est important pour arriver à maintenir les équilibres et que la situation n'empire pas, en particulier pour les Kurdes. Et vous me demanderez après, que fait-on pour les Kurdes? Donc je crois que c'est important. Vous anticipez ma question, je ne l'ai pas vous la poser, parce que là encore, un problème complexe. Mais les Kurdes, il est vrai, nous ont aidés dans cette guerre contre le terrorisme et contre Daesh, et cela ne peut pas être oublié quand même sur le terrain. Ça ne peut pas être oublié. Même si on les oublie un petit peu. Mais même si on les oublie un petit peu. Et vous avez raison, et ça c'est toute la tristesse de l'histoire du monde, qui fait
que, comme le disait le président de Gaulle, à juste titre, les nations n'ont pas d'alliés, elles n'ont que des intérêts. Et c'est vrai que les Kurdes ont très courageusement lutté contre Daesh, et maintenant non seulement on les oublie un peu, mais quelque part on les laisse tomber. Mais ceci dit, la France, toute seule, n'a pas les moyens de s'en occuper. C'est bien les États-Unis qui pourraient faire quelque chose. Et je pense que la dimension morale des États-Unis se dégrade de cet abandon. Mais c'est ça ce qui est frappant, Général Vincent Desportes, c'est qu'on a presque eu l'impression, je dis bien presque avec beaucoup de prudence, que dans ces frappes-là, c'était Vladimir Poutine qui avait le côté de la raison et du bon sens en disant attention, pas d'escalade. C'est quand même assez frappant et paradoxal que ce soit Poutine qui appelle Donald Trump à la raison, que ce soit la Russie qui appelle à la raison les États-Unis. Oui, écoutez, monsieur Poutine est un fin diplomate, il joue avec les choses. Vos téléspectateurs ne doivent pas ignorer qu'il était garant de la destruction des stocks d'armes chimiques en Syrie. Et que si donc, pendant 5 ans, depuis 2013, il y avait des recherches, il y avait de la production, il y avait d'emplois, c'était sous couvert de M. Poutine. Donc il a donc beau jeu de parler d'escalade, etc. Et on est juste dans le discours, on s'adresse aux citoyens du monde, on cherche à faire porter la faute sur l'autre. Mais je crois qu'il y a une vérité, c'est qu'ils ont laissé construire ces stocks. Ils ont laissé M. Assad les utiliser. En tous les cas, les experts de l'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques sont arrivés en Syrie et ont pu avoir accès au site de Douma. Donc on verra les résultats de cette enquête. Je voulais vous faire réagir en conclusion, Général Desportes, à cette information qui me paraît bien. C'est une prise de parole. Il s'agit d'un joueur de football que vous connaissez, Karim Benzema. Mais pourquoi je vous pose la question? Parce qu'il est intervenu sur la Marseillaise. Et je pose la question à un général. Voici ce que dit Karim Benzema. Il dit que c'est un hymne qui appelle à faire la guerre. Ça va encore devenir une polémique autour de ce joueur qui a malheureusement l'habitude. Mais qu'est-ce que vous pensez? C'est presque un débat récurrent sur la Marseillaise. Alors, c'est un débat récurrent, peut-être. Vous savez, une nation vit sur un certain nombre de symboles. Il est clair que si la France est aussi grande qu'elle l'est, c'est à cause de la Révolution française, qui, quelque part, a apporté la lumière et la libération d'un certain nombre de peuples en Europe. Et ça a bien été un combat contre les autres nations qui voulaient écraser la démocratie. C'était peut-être pas encore vraiment la démocratie sous la terreur, mais enfin, les idées de liberté, toutes les belles idées qui étaient portées par la Révolution française. Bon, et c'était ce chant de combat contre les oppresseurs. Ne nous trompons pas. Là, on est bien la Marseillaise, est bien un chant du combat de la liberté contre les forces d'oppression. Ça n'appelle pas à faire la guerre, c'est un chant de combat de résistance. C'est un combat de résistance contre l'oppression, bien sûr. Merci, Général Vincent Desportes. Merci d'avoir été notre invité. Merci de nous avoir suivis. Restez avec